Alors, la région, elle a un rôle de structurateur en fait par rapport à cette question transfrontalière. Donc, les outils qu'elle a à sa disposition sont principalement mis à disposition par la Commission européenne. Quand on a un programme Interreg, on a ce qu'on appelle une partie financée qui s'appelle l'assistance technique. Très concrètement, c'est un pool d'agents, instructeurs, qui instruit les dossiers, qui traduit les dossiers, qui fait tout l'aspect technique, qui est cofinancé donc par tout le programme en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la région qui finance les salaires de ses agents, mais c'est bien l'Europe via cette assistance technique. Et ce sont des moyens qui sont mis à disposition pour cette coopération transfrontalière. C'est-à-dire que on sait très bien comment ça se passe dans les faits. Si on demande aux collectivités, aux régions, etc., de mettre à disposition d'autres agents, d'embaucher du personnel pour gérer des projets transfrontaliers, ça n'arrivera jamais à rien. Et c'est pour ça que la Commission a prévu dans son budget cette assistance technique. Nous, la région, au niveau des Interreg qu'on a en autorité de gestion, en fait, on est responsable un peu de cette équipe technique, tout simplement, et c'est nous qui la manageons, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est un outil, une force de frappe qui est non négligeable. Le fait d'avoir un personnel dédié, c'est ce qui garantit en fait la pérennité de ce genre de programme. Après, dans un univers plus large, la région, comme elle est habituée des programmes Interreg et de cette coopération, elle a dans son giron et dans, on va dire, son carnet d'adresses énormément de partenaires de chaque côté de la frontière. Et donc quand elle a un porteur de projet qui arrive vers elle pour monter un projet transfrontalier, elle est capable d'aller dire, voilà, on a un partenaire de l'autre côté de la frontière qui peut répondre à vos préoccupations, qui peut s'inscrire dans la même logique que vous, et ça permet de mettre en relation. Donc le rôle de mise en relation, le rôle d'ingénierie, ce sont ça les principaux outils que la région a pour faire la politique transfrontalière. Après, ce sont bien sûr des outils financiers, c'est-à-dire que la région peut décider aussi de subventionner en plus du FEDER, des projets d'envergure transfrontalière. Et elle le fait. Un exemple qui n'est pas forcément très urbain, mais on parle de la véloroute de la Lys, c'est-à-dire en fait des pistes cyclables qui traversent la frontière de la France à la Belgique, tout simplement. Même si, donc c'est sur le schéma des Eurovélos, qui sont des grandes routes vélos à travers toute l'Europe. Aujourd'hui, par exemple, évidemment, le FEDER met une part non négligeable sur le financement de ces infrastructures, qu'on puisse aller d'Averskerk jusqu'à Gand en vélo. Mais la région, également, dans le cadre de sa politique transport, parce qu'elle veut promouvoir ce type de dispositif, mais de l'argent aussi. Alors bien sûr, sur la partie très franco-française de ce dispositif, mais ça contribue à un projet bien plus grand et qui est un projet de coopération transfrontalière. Alors sur les projets, j'ai plus effectivement tous les exemples en tête des programmes, des projets dans le cadre d'Interreg, mais effectivement, dans le cadre d'Interreg, on est plutôt sur de l'échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on cible des acteurs de chaque côté de la frontière, par exemple sur des groupements hospitaliers. Aujourd'hui, ce qui a pu faire que quand on va se faire soigner en Belgique, on peut être remboursé par l'assurance maladie, ce sont grâce à des projets Interreg. C'est pas typiquement que urbain, ça peut concerner tout un territoire effectivement, mais ce genre de projet, ce genre de dispositif aujourd'hui, pourquoi il a été mis en place? C'est grâce à d'abord une expérimentation sur des groupements hospitaliers au niveau français et au niveau belge, néerlandophone, qui ont permis de faire une coopération à petite échelle au départ, à l'échelle d'un petit territoire, et quand on a vu que ça fonctionnait, de le généraliser aujourd'hui à une échelle plus grande sur la frontière. Ce sont des échanges de bonnes pratiques. Après, on a aussi beaucoup de projets dans le cadre de la recherche et de l'innovation. Donc les universités, Université de Lille, Université de Gand, Université de Courtrai, Université de Louvain-la-Neuve, on a énormément de partenariats universitaires sur l'innovation et la recherche. Alors, je pense que effectivement le partage d'expérience est intéressant. Ça nous permet aussi de voir parfois des erreurs à ne pas commettre, c'est-à-dire l'instance de décision politique, comment on décide dans les faits, quels sont les niveaux de décision, quels sont les niveaux d'influence aussi de ce qu'on appelle les facilitateurs, les décideurs de ces projets urbains. Après, c'est vrai que sur la législation, on l'a évoqué en survol, donc on ne peut pas, tout en comparant des législations, dire ce qui est mieux de ce qui est le moins bien, puisqu'on n'a pas connaissance parfois de tout ce qui est des effets pervers. Dans chaque législation, il y a une bonne intention au départ, mais on a toujours des effets un peu pervers, et M. Sauveur l'expliquait tout à l'heure d'ailleurs. Je pense qu'on a chacun à apprendre des uns des autres, c'est vrai, mais au-delà de prendre exemple sur nos voisins, peut-être de construire des cadres législatifs communs. C'est peut-être ça la solution qu'on devrait avoir.